Est-ce que le Père déjà en place? En 30 minutes, il va vous délivrer le message de Lucas en cette rentrée académique de l'année 2021-2022. Mon Père, nous vous écoutons. Mesdames et messieurs, honorables invités, je me suis proposé de vous entretenir ce matin sur le thème l'Université catholique d'Afrique centrale à l'œuvre pour la promotion d'une citoyenneté intégrale. Comme l'indique l'intitulé de cette réflexion, c'est la promotion d'une citoyenneté intégrale à l'Université catholique d'Afrique centrale qui se trouve en question. Les modalités et les procédures qui émergent de cette problématique ne peuvent être étudiées, décrites, évaluées que si on en connaît au préalable et avec une certaine clarté l'essence et la définition. La question primordiale est donc celle de savoir ce qu'est une citoyenneté intégrale ou à l'inverse ce qu'elle n'est pas. Alfred Sauli propose une définition du citoyen qui a l'avantage de répondre à cette double question. Bien informés, dit-il, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Cette affirmation souligne dès le premier abord le rôle déterminant de la presse dans les démocraties. Mais au-delà, elle relève le caractère vital de la bonne information. En d'autres termes, le caractère vital de la vérité. En effet, on ne saurait être citoyen dans l'ignorance de la vérité. Cela fait que la citoyenneté revêt une dimension éminemment épistémologique et par voie de conséquence anthropologique indéniable. Apprendre à être citoyen, n'est-ce pas apprendre à être homme? En d'autres termes, la perception du citoyen n'est-elle pas tributaire de la conception que l'on a de l'homme? Une certaine anthropologie, malheureusement la plus répandue de notre temps, lorsqu'elle entreprend de parler de l'homme, tombe dans l'écueil qui consiste à prendre la partie pour le tout. C'est le sort de la plupart des humanismes et personnalismes fortement marqués par l'esprit manichéen, qui compromet gravement l'idéal du vivre ensemble et favorise plutôt la séparation et l'individualisme. La citoyenneté intégrale se propose donc de corriger cette lacune. Les humanismes médiéval et classique, par exemple, assument une posture cornélienne. C'est respectivement et de manière exclusive Dieu ou l'homme qui prévalent. Dans le premier cas, le désir d'héroïsme amène l'homme à sacrifier son existence, son être dans le monde, son être avec les autres, pour n'être qu'avec Dieu. Cet humanisme-là, sans qu'il soit foncièrement mauvais, était historiquement et même existentiellement voué à disparaître avec le modèle de citoyen qui en découlait. Après l'échec, entre guillemets, de l'humanisme théocentrique, une nouvelle forme d'humanisme est née, l'humanisme classique, dont la prétention est de réhabiliter la création en général et l'homme en particulier. Et le protestantisme y a beaucoup contribué. Il a donné à la pensée de saint Augustin, comme le note Jacques Maritain, un sens purement matériel et non théologique, et en est venu à la conclusion que l'homme est irrémédiablement corrompu. Il ne pourra plus jamais rattraper son ciel. La seule possibilité d'initiative qui lui reste est sur la terre. Il faut qu'il s'en serve pleinement. L'humanisme classique place donc l'homme sur une scène tragique, où le principal enjeu est celui de sa liberté. Il va en user et en abuser. La liberté est donc le concept principal dont se servent les nombreux courants de pensée depuis l'époque moderne pour définir l'homme en général et le citoyen en particulier. Mais ce qui caractérise le plus l'époque moderne dans cette démarche, c'est le recours d'une part à l'idée grecque de la citoyenneté et d'autre part l'appropriation de l'approche romaine du concept de citoyen. L'héritage grec, en plus de se fonder sur les principes d'une communauté de citoyens libres et égaux, d'une égale participation de tous les citoyens à l'exercice du pouvoir, le principe d'isonomie, et du respect de la loi, offre une conception ethnique de la citoyenneté, en reconnaissant exclusivement celle-ci au fils,
petits-fils et arrière-petits-fils des citoyens athéniens. On eût dit une société à responsabilité limitée. J'y reviendrai. L'approche romaine de la citoyenneté, par contre, faisait prévaloir non pas un critère historique ou social particulier, mais un statut juridique, en principe à la portée de tous. Alors, ces différents paradigmes anthropologiques ont en commun d'avoir alimenté un vertige existentiel. L'homme continue de se poser avec beaucoup de perplexité la question « qui suis-je » ou alors « qu'est-ce que l'homme ?» Des réponses qui en découlent dépend la place qu'il se fait ou qu'on lui reconnaît dans la société. Alors, ces réponses sont nombreuses. Nous passerons en revue quelques-unes d'entre elles en première partie, mais l'Université catholique d'Afrique centrale s'appuiera sur la plus plausible pour garantir une éducation citoyenne intégrale à ses apprenants. C'est la deuxième partie. Première partie, la citoyenneté à la croisée des chemins des humanismes. J'entends analyser sous ce titre deux grands points. Certaines origines ou certaines raisons de la crise identitaire en Afrique centrale, d'une part, et présenter d'autre part la proposition du nouvel humanisme issu de la Constitution apostolique ou Veritatis Gaudium. La crise identitaire, venons-en. À quoi est-elle due? J'ai pu énumérer 4 sources de cette crise identitaire. La première source, ce sont les nouveaux paradigmes de l'État qu'on trouve. La deuxième source, c'est la conception particulière de la famille aujourd'hui. Et la troisième source, c'est la dérive démocratique. Et la quatrième source, c'est la nature de l'homme qui est toujours mise en question. Je vous parlerai seulement de 2 sources. D'abord, les nouveaux paradigmes de l'État. La simple observation du fonctionnement de nombreux États rappelle l'organisation de certains types de sociétés commerciales. Celles-ci sont créées, les sociétés commerciales, pour la plupart, en considération de la personne même des associés, c'est-à-dire intuitu personae, de leur qualité propre ou alors de leur contribution dans l'affaire sociale. Alors, le premier type de société commerciale ci-dessus énoncé, auquel s'apparentent certains de nos États, évoque les sociétés dites de personnes ou à intérêt. Au-delà des engagements sociaux proprement dits qui caractérisent ce type de société, le critère portant sur les qualités propres des associés y est déterminant. On admet les associés dans ces sociétés-là en tenant compte de leur personne. Ainsi, va-t-on se fonder sur la race, la tribu, le clan, ou tout simplement la filiation, la culture, ou l'appartenance au même groupe religieux ou idéologique pour admettre ou refuser d'admettre un associé. Un État fondé sur cette base cultive l'esprit communautariste, individualiste, discriminatoire et exclusif. Il aboutit à une forme oligarchique de l'État. Il faut correspondre à l'ensemble pour être reconnu. La partie où l'individu n'a pas d'existence propre. L'individu n'existe qu'en tant que partie d'un tout qui, selon Hegel, est l'État. Celui-ci est l'incarnation de la raison universelle et ne saurait être au service des intérêts individuels. Le résultat d'un tel fondement étatique est qu'on aboutit à une citoyenneté au faciès qui compromet le vivre ensemble. C'est l'aboutissement de l'hégélianisme, du marxisme et à plus forte raison du cartésianisme qui continue malheureusement d'avoir pignon sur rue. Une autre forme de société inspire la structure de nos États, les sociétés dites de capitaux ou par action. Dans ces sociétés, la personne des associés n'est pas principalement prise en compte. Ce qui importe par contre, c'est la contribution, l'argent que les associés apportent pour la constitution du capital social. Seul le contributeur a droit de citer. La conséquence de l'État fondé sur ce modèle est qu'on laisse au compte une bonne frange de la population qui, par manque d'opportunités d'emploi ou par une quelconque autre incapacité, ne peut contribuer au capital social. Le non-contributeur se trouve, de manière formelle ou informelle, privé de certains droits fondamentaux. Sa dignité d'homme s'en trouve menacée, sa qualité de citoyen aussi. Le modèle commercial de nos États, fondé sur l'intérêt affectif ou matériel, crée en beaucoup de personnes un sentiment de rejet qui aurait pu être rattrapé au sein de la famille si celle-ci avait gardé sa vocation originelle. Malheureusement, elle ne l'a pas gardée. Je voudrais passer à une deuxième source rapidement. C'est la source qui concerne la nature de l'homme. Je m'excuse.
question de l'homme se pose encore avec plus d'acuité lorsqu'on renie purement et simplement l'existence d'une nature humaine. Cette négation traduit le fait que l'homme n'est ordonné à aucune fin. Il est comme un électron libre et peut changer de cap au gré de ses caprices. Ce paradigme anthropologique provient surtout de l'existentialisme athée de souche sartrienne. Il se caractérise par la peur de l'autre qui installe entre les hommes un climat belliqueux. Le regard de l'autre me réduit en objet ou en chose. Et pour affirmer ma subjectivité à moi, je dois à mon tour regarder l'autre en le chosifiant. La coexistence ou la cohabitation avec d'autres personnes n'est en rien édifiante dans ce cas, au contraire. Or, nous le savons, on ne saurait ni ne pourrait être homme ou citoyen tout seul. Une autre conséquence de la négation de la nature humaine est le libre pour laisser à la science et à la morale. Non pas qu'il faille en avoir peur et promouvoir une réflexion moraliste ou technophobe. Il convient toutefois d'assumer une certaine responsabilité vis-à-vis du futur, en reconnaissant certes, d'une part, la vocation de la science à l'humanisation, mais en évitant d'autre part de tomber dans l'écueil d'une cupidité insatiable de la science. La sagesse suggère, comme le préconise Monique Castillo, de promouvoir, et je la cite, la dimension spirituelle de l'humain, qui seul arrête la tentation de réduire la science à un total contrôle technique du monde et permet d'aboutir à l'avènement d'un véritable humanisme cosmopolite. L'encyclique Veritatis Gaudium ne s'inscrit-elle pas dans ce sillage? Je vais vous parler tout à l'heure donc de l'humanisme de Veritatis Gaudium. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est en substance l'écho que répercute la constitution apostolique Veritatis Gaudium, la joie de la vérité du pape François. Elle traite des universités et des facultés ecclésiastiques et contient la proposition d'un nouvel humanisme. Cette intuition reconnaît à la vérité un caractère vital et suggère des voies d'accès qui s'articulent autour des notions de vérité, de transdisciplinarité, de mise en réseau et de contemplation. La vérité comme point centripète. L'homme est ordonné à la vérité. Par conséquent, le citoyen aussi. Il est comme dénaturé sans cette tension. L'homme a un attrait naturel pour ce qui est vrai et ne s'accommode jamais de la trahison de la vérité, et surtout de la vérité concernant son être. Il ne se sent pas blessé quand il prend conscience qu'on lui ment ou qu'on lui a menti délibérément, même sans intention malveillante ni préjudice. Le pape François prescrit par conséquent que l'on ravive l'amour de la vérité dans les universités et facultés ecclésiastiques. Mais en amont de la problématique sur la nécessité de la vérité, il y a la grande question de son être, c'est-à-dire de sa nature. Qu'est-ce qui fait l'être? Qu'est-ce qui fait la nature de la vérité? Le pape François trouve l'être de la vérité en Jésus-Christ. Ce faisant, il s'inscrit dans l'approche initiée par son prédécesseur Benoît XVI, qui soutenait déjà, et je le cite, qu'un humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain. Seul un humanisme ouvert à l'absolu peut nous guider dans la promotion et la réalisation des formes de vie sociale, dans le domaine des structures, des institutions, de la culture et de l'éthos, nous protégeant du risque d'être capturés par les modes du moment. Malheureusement, dans un monde qui vit à la surface et cherche l'immédiat, l'étonnement, la fascination et la contemplation disparaissent. Et ça, c'est le sort de l'homme et du citoyen d'aujourd'hui, que nous suggère le nouvel humanisme de François pour y remédier. Il suggère les voies d'accès à la vérité, que nous retrouvons dans Veritatis Gaudium. Le chemin de renouvellement que propose le pape François comprend 4 axes qu'il faudrait mettre à contribution dans la formation de l'étudiant de l'université catholique. Le premier axe tient dans la pertinence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de l'enseigner magistralement, mais d'en faire l'expérience profonde qui déboucherait sur un témoignage de vie digne. Dans sa proposition d'un nouvel humanisme, le pape François s'est toujours défendu d'esquisser dans l'abstrait l'idée de l'homme.
Ce qu'il s'emploie à faire par contre, c'est de relever les traits complets de l'humanisme chrétien en s'inspirant des sentiments de Jésus-Christ tels qu'ils sont évoqués par saint Paul dans l'épître aux Philippiens. La forme d'évangélisation qui en découle consiste dans l'expérience et le témoignage, accompagné de la mystique du nous, qui appelle à vivre en tant qu'Église. La mystique du nous, telle qu'elle est ici proposée, évite les deux principaux écueils d'un nous de majesté qui est en réalité un jeu qui phagocyte d'une part autrui ou d'un jeu complètement absorbé par la masse qui le rend anonyme d'autre part. Dans la mystique du nous, tel que proposé dans cet humanisme de François, il faut que je sois moi et toi, toi. C'est la condition sine qua non d'un dialogue authentique. Il faut se mettre à l'école du respect de l'autre tel qu'il est. Le deuxième axe proposé par le pape François pour l'implémentation du nouvel humanisme est le dialogue authentique. Authentique parce qu'il pourrait en exister qui soit fin, simulé, illusoire. Cela arrive par exemple lorsqu'on accepte l'existence de l'autre par analogie à la sienne propre. Lorsqu'on accepte l'existence de l'autre par analogie à la sienne propre, comme l'a fait Descartes. L'autre n'existe que parce qu'il est, parce qu'il a parce qu'il est ce que je pense qu'il est, ou à ce que je veux qu'il soit. L'autre n'existe que parce qu'il correspond à ce que je pense qu'il est ou à ce que je veux qu'il soit. Autrement, il est purement et simplement banni. La conséquence en est que le jeu, en se projetant plusieurs fois, crée l'illusion de former un peuple. En se parlant, crée l'illusion de dialoguer. Le dialogue peut aussi être altéré par un processus conscient ou non de chosification d'autrui. Cela advient lorsque l'autre n'est considéré que par rapport à l'intérêt qu'on en tire et non par rapport à ce qu'il est en lui-même. Dans ce cas, selon Martin Buber, nous ne pouvons que faire l'expérience de l'autre. Nous ne pouvons pas faire la rencontre de l'autre. Parce que pour qu'il y ait une rencontre véritable, il convient de sortir du jeu d'intérêt que nous avons décrié plus haut dans les paradigmes étatiques en cours dans certains États et de considérer simplement l'autre en ce qu'il est réellement. C'est pourquoi le dialogue véritable que préconise le pape François pose et accepte le principe de la différence. Le troisième axe suggéré par l'auteur de Veritatis Gaudium consiste à l'inter et à la transdisciplinarité. Les disciplines enseignées dans les différentes facultés ne doivent pas se constituer en monades exclusives. Les savoirs ne doivent pas non plus être rangés dans des tiroirs étanches. Ils sont divers et doivent garder leur originalité, soit, mais ils convergent tous vers l'unique vérité. Les concepts d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité présentent une nuance sensible et subtile dans Veritatis Gaudium. Le premier, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, qui correspond à une collaboration des savoirs, n'est pas une fin en soi. À le considérer comme tel, on tomberait dans l'écueil qui consiste à limiter la connaissance à sa seule dimension instrumentale et fonctionnelle. Or, la véritable unité du savoir a comme objectif ultime non de servir de simple moyen, mais d'aider à accéder aux fins ultimes. C'est lorsqu'elle assume cette vocation qu'elle se mue en transdisciplinarité. Cette dernière traduit donc l'ouverture des savoirs aux objets plus formels, à un degré d'intelligibilité plus profonde, à la dimension métaphysique du savoir. Tout savoir, de quelque ordre qu'il fût, a son point culminant dans la métaphysique. C'est à se demander pourquoi tant de préjugés dont on affule de cette noble étape de la connaissance. On accuse principalement d'être une discipline abstraite, donc sans consistance. Veritatis Gaudium, conscient de la désaffection des intellectuels pour la métaphysique, redonne les raisons valables de rechercher les pourquoi ultimes. La science doit être consciente de ses limites, c'est-à-dire de ce que sa seule méthode n'est pas à même de lui offrir une vision ou une connaissance exhaustive de la réalité. Cette conscience, non seulement recommande une attitude d'humilité aux chercheurs, mais aussi le maintien tendu vers de plus hautes connaissances. L'idée de métaphysique qui ressort de la constitution apostolique du pape François
évolue donc de bas vers le haut, du bas vers le haut, de l'étant vers l'être en tant qu'être. Cette approche bat en brèche la conception de la métaphysique comme une discipline abstraite. Le projet de l'unité du savoir qui passe par la transdisciplinarité et aboutit à une ouverture métaphysique permet la cohérence entre la science et l'amour, la théorie et la pratique, la connaissance et le témoignage. Ce faisant, il contribue à la promotion du progrès social et du vivre ensemble qui va au-delà des simples relations individuelles et concerne les collectivités scientifiques. L'esprit d'ouverture à la coopération internationale qui transparaît dans Veritatis Gaudium n'est pas une intuition isolée. Il s'inscrit dans le projet éducatif général de l'Église, tel qu'on peut le noter dans bien d'autres documents qui l'ont précédé, l'Evangelii Gaudium de 2013, qui, en plus de la mission du kérigme et du kérigme, traite de la société, de la rencontre, du temps qui est supérieur à l'espace, de la réalité qui est supérieure à l'idée, de l'unité qui prime sur le conflit, du tout qui est supérieur à la partie. Là où la possible, 2018, s'intéresse à l'éthique écologique intégrale, encore dite harmonie de la paternité, c'est-à-dire harmonie entre moi, autrui, la nature et Dieu. Amoris Laetitia de 2016 qui parle d'accueil, d'accompagnement, de discernement et d'intégration. Gaudati et Exultate de 2018 qui s'insurge contre le gnosticisme et le pélagianisme. Cette littérature de la sagesse constitue le vade-mecum du citoyen que les universités et facultés ecclésiastiques devraient distiller dans leur enseignement pour préparer leurs apprenants à l'esprit cosmopolite dont a besoin le citoyen. Je voudrais passer à la deuxième partie de mon exposé qui concerne l'Université catholique d'Afrique centrale comme champ d'implémentation du nouvel humanisme. Comment l'UCAC entend-elle réaliser le nouvel humanisme? La réponse, la voici. C'est en réhabilitant les sciences humaines et en accueillant de nouvelles intuitions qui, en accord avec l'Évangile, promeuvent la citoyenneté intégrale et le vivre ensemble. Il y a donc la réhabilitation des sciences humaines. Dans cette réhabilitation des sciences humaines, il y a le rôle que Veritatis Gaudium souligne, le rôle de la philosophie. En plus du rôle de la philosophie, il y a le besoin de repenser l'anthropologie que Veritatis Gaudium souligne. Et en troisième position, il y a une exigence éthique que le même texte souligne. Et en fin de compte, il y a le rapport des sciences humaines avec les sciences expérimentales. Et je y arrive un temps soit. La configuration de l'Université catholique d'Afrique centrale est en elle-même la preuve du désir de promouvoir une étroite collaboration entre les sciences humaines et les sciences expérimentales. L'université compte parmi ses établissements une faculté des sciences sociales et gestion, une faculté de théologie, une faculté de philosophie, une faculté de sciences juridiques et politiques, un département de droit canonique, une faculté des sciences, donc un institut catholique d'arts et métiers, une école des sciences de la santé, un institut d'agronomie et une école normale supérieure en projet avancé. Ces différents établissements ont vocation à être des laboratoires de l'inter et de la transdisciplinarité évoqués plus haut. L'Université catholique d'Afrique centrale travaille à ne pas établir des cloisonnements étanches entre les sciences humaines et les sciences expérimentales, mais plutôt à installer des passerelles à l'effet d'élargir le spectre de l'esprit de l'apprenant. C'est une option qui prépare ce dernier non seulement à une ouverture intellectuelle, mais aussi à une parfaite intégration dans son milieu de vie, quel qu'il soit. Ne faut-il pas y voir la proposition pertinente d'un modus vivendi dans un monde en proie au conflit de divers ordres, des ordres sociaux, politiques et religieux en l'occurrence? Cela nous a suggéré la proposition d'un nouvel ordre laïque, que nous avons appelé la laïcité de communion. Et cette laïcité, ce nouvel ordre s'appuie sur le concept de nouvelle chrétienté, sur la nouvelle approche de la culture, sur un appel à être soi-même avec les autres, c'est-à-dire un personnalisme communautaire. Qu'en est-il du concept de nouvelle chrétienté que cette proposition fait? Dans l'ordonnancement laïque que nous inspire l'humanisme de Veritatis Gaudium, la nouvelle chrétienté, qui est un concept emprunté à Jacques Maritain, nous apparaît être une intuition pertinente qu'il convient de promouvoir. L'idée principale que Maritain développe dans la nouvelle chrétienté est que tout homme est aimé de Dieu et invité à la rencontre de Dieu.
L'homme est donc par vocation chrétien. La nouvelle chrétienté inclut tout homme, sans exception, car elle s'appuie sur l'idée de la sainte liberté de la créature, de la grâce unique à Dieu. La mission qui incombe aux chrétiens dans la nouvelle chrétienté implique deux choses. Il faut répondre à la nécessité de s'occuper des choses du temps et de la société, puis participer à l'œuvre commune en y apportant en plus l'espérance évangélique authentique. Cette dernière est fondamentale à la nouvelle chrétienté dans la mesure où elle permet d'accueillir dans l'unam sanctam, dans l'Église, les chrétiens qui professent, et les chrétiens entre guillemets, qui ne professent pas une foi, mais qui vivent des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi la nouvelle chrétienté que nous évoquons comme option se présente comme un horizon qui transcende les contradictions et les séparations de la modernité. Et le personnalisme communautaire dans la nouvelle chrétienté est l'une des étapes, aura donc pour but de faire passer dans ce qui est à César le souffle léger et démystifiant de Dieu, de manière que l'homme se réalise pleinement à travers le temps sans se laisser séquestrer par lui et par l'activité politique, mais en les ordonnant à leur vraie fin. Il s'agit donc de faire une politique à la mesure de l'homme et non l'inverse. Ce projet de nouvelle chrétienté a évidemment suscité en son époque de vives critiques qui, même si elles ne sont pas totalement dissuasives, sont la preuve que l'intuition maritimienne est perfectible. On pourrait entreprendre ce perfectionnement en revisitant l'une des notions déterminantes du vivre ensemble, qu'est la notion de culture. Et la nouvelle approche de la culture nous apparaît nécessaire à un double point de vue. Du point de vue, d'une part, le constat de l'échec des cultures ambiantes est un fait palpable. D'autre part, il est difficile d'imaginer une communauté de personnes, de quelque dimension qu'elle fût, sans un humanisme et un ethos ouverts à la loi naturelle et au transcendant, qui constituent tous deux des éléments fondamentaux de la culture et qui permettent de découvrir la fonction publique de la religion. Être pleinement soi-même avec les autres, c'est aussi un élément de la proposition que nous faisons, la proposition d'un humanisme, d'une société laïque. Être pleinement soi avec les autres, que nous avons intitulé le personnalisme communautaire. Être pleinement soi-même avec les autres, c'est le projet que vise l'idée de la citoyenneté intégrale. C'est un projet qui prend résolument le parti de l'homme dans toutes ses dimensions, contre ceux qui choisissent de le mutiler. En liant la conception du citoyen à celle de l'homme, on est fondé de penser de la citoyenneté ce que Jacques Maritain pensait de l'humanisme. Contrairement au type d'humanisme qui oblige à rejeter dans les ténèbres, pour autant qu'elle a été religieuse, toute partie de l'héritage humain, soutenait-il, l'humanisme intégral est capable de tout assumer, parce qu'il sait que Dieu n'a pas de contraire et que tout est irrésistiblement emporté par le mouvement du gouvernement divin. Notre intuition d'une citoyenneté intégrale s'inspire donc clairement de l'humanisme intégral de Jacques Maritain. Elle assume par conséquent un programme réconciliateur dont la réalisation dépend de la prise en compte de certaines interpellations. Je les cite en passant: l'interpellation de la reconnaissance, de la réconciliation de la famille avec la politique, l'interpellation qui porte sur la reconnaissance de l'individu, la réconciliation de l'individu avec la communauté, et la troisième interpellation qui consiste à réconcilier l'homme avec Dieu. En guise de conclusion, la promotion d'une citoyenneté intégrale à laquelle l'Université catholique travaille depuis 30 années pose des bases d'une laïcité que nous disons de communion. Elle nous est inspirée par Jacques Maritain. Elle distingue non pas pour séparer, mais bien pour unir. Distinguer pour unir. Elle ne sépare pas ciel et terre. Elle suggère le projet d'une société universelle qui permette à chaque homme de se sentir chez soi dans ce monde, non pas en nivelant toutes les différences, mais en promouvant les droits liés à la nature même de l'homme. L'Université catholique d'Afrique centrale prépare sa jeunesse à une intégration sociale réussie. Elle prépare sa jeunesse à une intégration sociale réussie. Et l'un des moyens efficaces dont elle use pour le faire, c'est l'ouverture de cette jeunesse
à la vérité tout entière. La connaissance de la vérité est à la base de la communion, car non seulement elle joue un rôle important dans la vie de l'homme du point de vue de l'intériorité et donc du point de vue des grandes questions existentielles, mais aussi du point de vue social et communicationnel. C'est en effet à la base de la connaissance de ce qui est, c'est-à-dire à la base de la connaissance de la vérité, que cet humanisme fonde ses racines. Étant donné que la vérité se dilate en tout l'homme pour leur épanouissement, les hommes doivent donc avoir recours à plusieurs disciplines, à diverses sciences telles que la physique, la biologie, l'anthropologie, la métaphysique et même la foi. Il s'agit donc de profiter, selon Grandy, des regards particuliers que chacune d'elles porte sur la réalité sans toutefois les confondre. C'est en substance cette ouverture d'esprit que recommande Veritatis Gaudium. La laïcité de communion présente une exigence fondamentale, celle de libérer l'intelligence de tout clivage afin de lui permettre de contempler et d'aimer la vérité. La contempler et l'aimer au plus haut point. Celui qui a le courage de supporter cette élévation d'âme finit par se rendre compte que le point le plus culminant de la vérité, c'est Dieu lui-même. Libérer l'intelligence, c'est donc la laisser s'élever jusqu'à Dieu. Libérer l'intelligence, c'est faire communier philosophie, science et théologie. Le conflit artificiellement alimenté par un certain courant moderne de pensée entre la foi et la raison, comme entre la nature et la grâce, n'est donc qu'une absurdité. La laïcité de communion, en tant que culture démocratique, favorable au peuple, en tant que culture de service et du don de soi, selon l'expression du grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale, se vit à l'Université catholique depuis 30 années, en toute fidélité à l'Évangile. Monseigneur Jean Bartha, à l'occasion de la messe solennelle de rentrée académique, décline l'engagement de l'UCAC en 3 concepts voisins denses. L'UCAC, dit-il, est une université qui est au service de l'humanisme, de l'humanité et de l'humain. L'humanisme, note le grand chancelier, a précisément consisté en la promotion de la dignité humaine. L'UCAC y est parvenu en faisant valoir la capacité humaine des jeunes par la formation, en les dotant de capacités d'autoréalisation, en leur offrant une formation adéquate et une éducation appropriée pour une prise en charge suffisante de leurs attentes. Le jeune a trouvé ici, à l'UCAC, s'entend, la possibilité de se réaliser et d'assurer une valorisation de ses compétences et de son être pour intégrer la vie sociale, la vie familiale, la vie globale. En d'autres termes, le jeune parti de l'UCAC est suffisamment outillé pour son épanouissement intégral. La dimension humanitaire de l'UCAC révèle son objectif d'internationalisation. Elle a toujours œuvré à démanteler les clivages de tous ordres et à enseigner aux jeunes gens qu'elle accueille à faire autant. En dernière analyse, souligne Monseigneur Jean Bartha, l'UCAC, au service de l'humain, traduit l'intérêt porté sur toutes les dimensions de la personnalité, à savoir son individualité, sa créativité, sa vitalité, sa naturalité, sa religiosité et sa spiritualité. Ce sont ces différentes attentions entretenues par la pédagogie générale de l'UCAC qui garantissent aux jeunes qui sortent de cet univers laborieux une citoyenneté intégrale ou, selon le joli terme du grand chancelier, une holisticité humaine. Je vous remercie.